on ne se voit pas se dégrader au fil du temps. J'arrive à l'exprimer, hein, mais wow, c'est compliqué de revenir sur ces moments-là. J'avais honte d'en parler, d'évoquer cette blessure. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai été touché? C'est d'autant plus dur à accepter. Et effectivement, c'est une longue descente aux enfers. Pascal, William, David ont un point commun. Tous les trois sont atteints d'un syndrome psychotraumatique lié à leur engagement militaire. Une blessure invisible encore méconnue, aujourd'hui reconnue comme un enjeu majeur, et ce au plus haut niveau du ministère des Armées. Nous les avons suivis dans leur nouveau combat, celui de la reconstruction. Accompagné de son coach Thomas, Pascal nous donne rendez-vous à l'aube sur les bords de Loire. Un paysage sauvage, comme une invitation au voyage. Commando au sein de l'armée de l'air et de l'espace, cet Orléanais de 36 ans s'est lancé un défi fou, descendre cet hiver la Loire en kayak, en 5 jours. Entre les différentes poches de sable, même quand tu vas couper, si tu coupes entre les deux bouts d'île là, donc tu vas avoir toujours le même courant de la hauteur. Ce que je recherche vraiment, c'est un contact fort avec la nature, avec les éléments. Donc l'hiver, c'est très bien, tout est rigoureux, il fait froid, je peux avoir peur, être dans le doute, avoir faim, être fatigué. Et donc, me mettre dans cette situation, ça m'oblige à aller chercher au fond de moi, aller chercher de la force morale, aller chercher de l'endurance physique, chercher de la volonté. Et ça me libère de faire ça. C'est parti là, Allez, c'est parti. Pour réussir, Pascal devra suivre un rythme effréné de près de 150 km par jour, seul et sans assistance. Soit un parcours total de 750 km. Des contraintes qui ne lui font pas peur. C'est une forme de lâcher prise, en fait. On se laisse porter par le courant et on ne subit pas non plus. C'est-à-dire qu'on accompagne, on dirige notre kayak. Je trouve que c'est un parallèle avec ce que je n'ai pas su faire pendant un certain temps, c'est-à-dire de me laisser aller, mais en continuant quand même à piloter tout ça de manière douce. Assez flagrant. Ça peut être un peu paradoxal, il faut que je bouge pour que les choses se reposent, mais je le vis comme ça, oui. À l'origine de ce défi, une terrible expérience. En mission en Afghanistan, des soldats de son unité sont blessés, l'un d'eux perd la vie. C'est 2 ans plus tard, en sortant des obsèques d'un autre militaire mort en opération, que Pascal s'effondre. Là, j'ai attaqué la phase dure du syndrome post-traumatique, après cette phase latente, où donc j'ai commencé par des scènes, une obsession, des pensées obsessionnelles sur cette action, ce moment précis du combat qui m'est revenu en pleine figure, alors que c'était plus de 2 ans auparavant. Donc voilà, je ne m'y attendais absolument pas. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé projeté dans cette action où je revoyais chaque détail, chacun de mes gestes. Et une fois qu'on est dans cette spirale, on a beau se raisonner, on se dit « Ah ben non, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, la situation était comme ça. » J'ai pas pu arrêter le mécanisme qui était lancé. L'origine du syndrome psychotraumatique n'est pas uniquement liée à des actions de combat. C'est la confrontation à un voire plusieurs événements traumatisants qui vient blesser le psychisme d'un individu. Il peut provoquer des symptômes comme l'hypervigilance, des cauchemars, des flashbacks ou encore des crises d'angoisse. Enfin, ce que j'ai ressenti, et qui je pense a été partagé par d'autres blessés, c'est aussi de ne pas vouloir être pris en charge. Pourtant, il y a des structures qui sont de plus en plus adaptées. C'est une blessure qui commence à être connue.
Moi, il m'a fallu quelques coups de pied aux fesses de mon entourage, très proche, pour que j'aille voir des médecins, pour que je fasse une vraie démarche de reconstruction, de suivi, de prise en charge. Parce que moi, je ne voulais pas y aller. Aujourd'hui, Pascal est en congé du blessé. Une période de convalescence de 6 à 18 mois, pendant laquelle il reste rattaché à son unité. C'est là que, pour moi, les choses ont changé. C'est-à-dire que le fait d'admettre profondément vis-à-vis de moi la blessure et de devoir l'afficher, parce que je n'avais pas le choix de devoir l'afficher autour de moi, ça m'a permis de découvrir les réactions de ceux qui, selon moi, allaient me juger en me montrant du doigt, qui, au contraire, étaient là, écoute, voilà, nous, on peut te proposer ça, écoute, nous, on peut t'aider, ou bravo. Et des gens m'ont dit, bravo, c'est courageux d'avoir accepté de tout arrêter. Ce qui, pour moi, était tout l'inverse. J'étais là, mais si je fais ça, je suis le dernier des... le dernier des lâches, le dernier des tirs au flanc. Voilà, c'est ça le mot, c'est tir au flanc. Je ne vais pas m'arrêter parce que ça ne va pas. Cette bienveillance a été ensuite le moteur qui m'a permis d'assumer cette blessure et d'en parler. Pour mener à bien son défi sur la Loire, Pascal profite d'un élan de solidarité. Plus de 24 partenaires le soutiennent, comme la Fondation des Gueules Cassées, le fabricant de kayaks Nautired qui fournit les unités de commando, ou encore la base aérienne d'Orléans. Mais cette action n'est que l'aboutissement d'une préparation collective formidable et qui me porte, qui m'a aussi aidé à aller de l'avant, à retrouver des sensations positives. Centre du courant. Et on y va. Un défi sportif pour Pascal, mais pour se reconstruire, d'autres voies sont possibles. En 2021, le ministère des Armées crée une nouvelle structure, la Maison Athos. Un projet piloté par l'armée de terre et mis en œuvre par IGESA. Ce dispositif, non médicalisé, expérimente une nouvelle approche dans la reconstruction de militaires atteints d'un syndrome psychotraumatique lié au service. William, 31 ans, 11 années de service dans les troupes aéroportées de l'armée de terre, est l'un des premiers à avoir intégré la maison Athos de Cambes, en Gironde. S'il a aujourd'hui accepté de témoigner, s'exprimer devant notre caméra reste un exercice difficile. J'ai été projeté sur l'opération Barkhane entre 2017 et 2018. Dans le Nord-Mali, au sein d'un détachement d'accompagnement d'autorité. Et malheureusement, j'ai été confronté à des événements traumatisants dans cette ambiance si particulière et très hostile qu'est le Mali. Et mon retour à la maison s'est fait difficilement. Donc je m'en suis pas forcément rendu compte moi-même, ça s'est fait petit à petit. Donc, ma compagne l'a remarqué, me l'a dit à de nombreuses reprises que ça n'allait pas et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Dans mon cadre professionnel, je manquais de plus en plus d'assiduité, ce qui m'a valu une sanction disciplinaire à la fin de mon service. Et ça a été le déclenchement de ma petite descente aux enfers. Donc j'ai eu la chance de bénéficier du soutien inconditionnel de ma compagne, qui a su et qui encore sait aujourd'hui faire face aux mots qui me pèsent et qui mettent en péril notre couple. William consulte un psychiatre à Bordeaux qui décèle un syndrome psychotraumatique potentiel. L'hôpital militaire de la région, Robert Piquet, confirme le diagnostic. Une fois l'état de William stabilisé, le corps médical propose son dossier à la maison Athos. C'est la force du dispositif. Athos réunit l'ensemble des acteurs du parcours de soins et de reconstruction du blessé. C'est vrai qu'on a un rôle sur Athos qui est vraiment de créer ce lien de proximité. Ça j'insiste là-dessus, qui pour moi est très important, pour créer cette relation de confiance, pour animer, appuyer le réseau, en fait, le réseau de blessés qu'on retrouve ici à Athos. Et ça, c'est une première, c'est-à-dire que le blessé va avoir sur un même lieu toutes les personnes qui œuvrent à son profit et de pouvoir retrouver à la fois les gens qui travaillent à Athos, mais aussi la CABAT, les assistantes sociales, le pôle défense mobilité, lui évite
cette fatigue en fait qu'on retrouve notamment chez les syndromes post-traumatiques, d'aller chercher l'information. C'est nous qui venons à lui. Ouais. Oui, effectivement, c'est nos responsables. Moi, je suis estampillée Madame Papier, hein, donc la porte d'entrée, c'est souvent les démarches administratives, les parcours administratifs du blessé, les questions financières aussi, parce que tout ça, c'est très lié. Et parfois aussi les résonances intrafamiliales avec des séparations, des divorces, des droits de garde, voilà. L'idée, c'est de proposer un premier enseignement et s'il y a besoin d'un accompagnement plus poussé, on oriente, comme on a l'habitude de le faire partout ailleurs, sur les professionnels compétents. Et moi, je suis ici pour les aider à, des fois, trouver simplement une orientation, leur donner une idée de deuxième carrière et leur faire mettre en avant leurs compétences qu'ils ont souvent pas du tout conscience, et pour arriver derrière à un projet et à arriver au projet avec éventuellement une formation ou une immersion ou dans une entreprise. On a dit bonjour, on a en même temps... Depuis un an, la maison a fêté des réussites, notamment des reconversions dans des secteurs aussi variés que la mécanique ou l'informatique. Au quotidien, la maison fonctionne en cogestion entre la soixantaine de membres et l'équipe encadrante. 3 accompagnateurs et le directeur Pierre, un ancien militaire. La réhabilitation psychosociale, la base, c'est l'empowerment, c'est redevenir acteur de sa vie. Donc l'idée n'est pas de pousser ou de faire à la place d'eux, mais de proposer ou de laisser l'initiative naître et de l'encourager. Voilà, donc d'être là pour donner de l'inspiration. Parfois, l'initiative vient du monde civil. Si ça prend un peu de temps, même si vous avez du mal à sortir un mot, je lui dis comment ça s'appelle. Une semaine par mois, Sophie, comédienne et metteuse en scène, donne des cours de théâtre aux membres de la maison. C'est son mari, militaire, qui l'a sensibilisée à la blessure psychique. On s'est demandé comment faire relier nos 2 professions et on a eu cette envie commune. Lui a beaucoup j'ai connu ce trauma, non pas tellement personnellement, mais qu'avec les hommes avec qui il est parti. Et ça l'a marqué, il en a accompagné beaucoup. Et c'est quelque chose, c'est une trace qui est restée chez lui. Et à un moment, il m'a dit, mais peut-être qu'on pourra faire quelque chose avec le théâtre. Voilà. Et comme à ce moment-là, le processus Athos démarrait, c'est comme ça que ça a pu s'imbriquer et se rencontrer. Tandis que dès que c'est quotidien et que c'est plus diffus et que c'est très en rapport avec la réalité et que le choix est pas très radical, c'est beaucoup plus dur pour votre imaginaire de suivre. David, 44 ans, n'aurait jamais pensé oser se mettre en scène. Tout simplement, cet objet, vous allez pouvoir en grignoter un petit morceau et vous n'aurez plus aucune sensation de fatigue pendant 1 mois. En 2001, alors soldat de l'armée de terre, il est projeté en Afghanistan. Il en revient blessé, mais va poursuivre ses missions avant d'être réformé en 2008. Ce n'est que 20 ans plus tard qu'il décide de composer le numéro d'Écoute Défense, un déclic qui va l'amener jusqu'ici. La blessure, c'est des moments beaucoup où on s'isole, où on ne parle pas, on ne s'exprime pas, où le corps n'est plus en activité, où on s'éteint petit à petit. Et le fait de venir à Athos et de pouvoir bénéficier des ateliers théâtre, c'est refaire prendre vie au corps, à la parole, et reprendre vie tout court. Un lourd sommeil, mais rassurez-vous, qu'on a longtemps pensé que tout était derrière nous, revivre ce genre d'émotions, c'est fort. C'est fort et c'est très fatigant, parce qu'on n'était plus habitué, quoi. C'est très fatigant mais comme je vous le disais, c'est encore très très encourageant, quoi. Et on progresse. Moi, personnellement, je me surprends à aller vite. Enfin, finalement, ma prise en charge est récente. Entre le moment où j'ai vécu ce traumatisme et ma prise en charge, il s'est presque déroulé 20 ans. J'ai vécu avec ça, j'ai habitué mon corps à vivre avec. Je me suis créé des échappatoires pour éviter des lieux ou des moments que je ne pouvais pas supporter. Aujourd'hui, il existe 2 maisons Athos. L'une ici, près de Bordeaux, l'autre à Toulon. Une 3e maison devrait ouvrir ses portes courant 2022 en région Rhône-Alpes et d'autres maisons régionales pourraient s'envisager à terme. Depuis 10 ans,
le service de santé des armées déploie des plans d'action pour renforcer la formation des praticiens et structurer au mieux le parcours de soins du blessé. La reconnaissance de la blessure psychique n'a pas toujours été une évidence. Tout se cristallise en 14-18, une guerre meurtrière marquée par l'apparition de nouvelles armes. Dans les hôpitaux de l'arrière, le service de santé des armées soigne des militaires victimes de tremblements, de tics et de cauchemars. Des blessures qu'on peine à nommer et à comprendre. Les psychiatres militaires de l'époque parlent d'obusite, une référence au choc provoqué par l'explosion des obus, ou encore d'hypnose des batailles. Mais la psychiatrie marque une avancée décisive. La prise en compte de la blessure psychique franchit une nouvelle étape en 1990, avec l'imminence de la guerre du Golfe. On se dit que la guerre du Golfe va être un conflit à haute intensité. Pour ceux qui se souviennent de cette période-là, on se dit l'armée irakienne, je crois qu'on dit que c'est la 4e armée au monde. En tout cas, on sait que c'est une armée qui a de l'expérience, ils ont des gaz de combat, et qu'on va sûrement se trouver dans un conflit de haute intensité. Qui dit conflit à haute intensité, dit perte massive et dit perte psychique. Donc l'armée française va prendre la décision d'envoyer des psychiatres à proximité de la ligne de front. Et on est vraiment actuellement dans cette séquence, c'est-à-dire de se dire que oui, il faut des réanimateurs, oui, il faut des chirurgiens, mais il faut aussi des psychiatres. Et on va construire la doctrine actuelle à partir de cette expérience de la guerre du Golfe. Il y aura après l'ex-Yougoslavie, avec toute la question de ces soldats, des casques bleus, de la confrontation à une guerre civile qui est particulièrement difficile, à l'horreur de la guerre civile. Je pense au siège de Sarajevo, qui a été particulièrement difficile. Plus tard, l'Afghanistan. En 2008, le choc provoqué par l'embuscade d'Ouzbine, ses 10 soldats tués et ses 21 blessés, déclenche une prise de conscience. L'armée met en place un sas de fin de mission pour les militaires, pour retrouver la paix intérieure avant le retour. Maintenant, on n'imaginerait pas déployer des militaires français sans qu'il y ait un psychiatre. Le médecin en chef Aurélie fait partie de la trentaine de psychiatres du service de santé des armées. Engagée en 2013, elle est partie 4 fois en mission. La première en Jordanie, pour l'opération Tamour, sur le camp de réfugiés syriens de Zatahari. Les 3 suivantes au Mali, au profit de l'opération Barkhane, où la présence d'un psychiatre est systématique. Les rencontres entre militaires et psychiatres sur le terrain sont nombreuses. Souffrances liées à l'éloignement familial, anxiété, dépression ou épuisement liés aux conditions d'engagement. C'est le cas aussi après un événement grave, lors de débriefings collectifs ou individuels. Sur les débriefings, l'important c'est que ça se passe très rapidement après l'événement. Alors pas dans les premières 24 heures, on est plutôt dans le domaine du defusing et c'est le rôle essentiel du médecin des forces qui à la fois nous prépare pour la suite, pour les débriefings. Le débriefing va permettre en effet de remettre en mots une expérience, un vécu face à un événement potentiellement traumatogène. Et ça permet aussi dans le post-immédiat de détecter des personnes qui peuvent être peut-être plus en difficulté et de mettre aussi un suivi pour la suite. En mission, le psychiatre militaire est lui aussi soumis aux contraintes opérationnelles. À mon sens, ça permet de toucher un peu de plus près les contraintes auxquelles sont soumis les militaires, de pouvoir se représenter aussi, ce qui est une mission extérieure, de vivre aussi l'éloignement familial, ce qui n'est pas toujours évident. La guerre peut créer des blessures psychiques, mais difficile d'anticiper les traumatismes. On a essayé, les Anglais en 1941 avaient mis en place ce qu'ils appelaient les War Schools, en se disant, si on confronte des soldats, des combattants à l'horreur du champ de bataille, on va quelque part les blinder
et on va en faire des surhommes et ils n'auront pas de trauma. Ça n'a pas marché. L'autre idée qui a été suggérée par certains, c'est de supprimer les émotions. Pas d'émotions, pas de trauma. Effectivement, ça pourrait marcher. Est-ce qu'on veut des soldats sans émotion? Bien sûr que non. L'émotion, c'est aussi un garde-fou. C'est quelque chose qui suscitait de l'émotion, de l'empathie, c'est important. Donc, il y a un prix à payer. Alors, c'est vrai que c'est un peu provocateur de dire ça. Peut-être que le trauma est aussi un prix à payer à cette confrontation à l'horreur. Le service de santé des armées expérimente des solutions, comme une nouvelle formation des combattants au premier secours psychologique en opération, qui les prépare sur le terrain à secourir un camarade choqué. Mais la prévention réside avant tout et surtout dans le suivi et le soutien psychologique des militaires dès leur engagement. Lorient, en Bretagne. Sur la base militaire des fusiliers marins commandos, les fameux commandos marines reconnaissables à leur béret vert. Une unité d'exception de la Marine nationale spécialisée dans les opérations de contre-terrorisme et de libération d'otages, de lutte contre les narcotrafiquants et la piraterie maritime. Les marins qui sont affectés à une unité de force spéciale, effectivement, elles ont un niveau physique qui est conséquent, mais le mental est très important, que ce soit la résilience, que ce soit on recherche des personnes qui ont une grande autonomie, qui ont des capacités d'innovation, d'adaptation, etc. Donc c'est un savant mélange de qualités, mais qui ne veut pas dire qu'elles sont insubmersibles aux événements auxquels elles vont être confrontées et que toutes ces difficultés vont glisser sur elles. L'adossement du volet psychologique, il est impératif avant et après. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est force spéciale qu'on n'est pas sujet à ces événements et qu'on passera au travers, bien au contraire. La Marine nationale compte une trentaine de psychologues répartis dans les 15 services locaux de psychologie appliquée présents en métropole et en outre-mer, dont le lieutenant de vaisseau Mathieu, affecté à Lorient depuis près de 2 ans. On a des gens qui sont au top physiquement, on a des gens qui sont au top techniquement, et ce qui va faire qu'ils vont rester au top, c'est aussi que psychiquement, ils arrivent à rester en bonne santé. Ça fait partie d'un ensemble. Une des difficultés à laquelle on va se heurter, c'est que ce sont aussi des gens qui ont cultivé leur tolérance à l'effort, la tolérance à la douleur, ce sont les gens qui cultivent le sens du dépassement. Et donc quand il y a une difficulté, ce ne sont pas des gens qui vont venir consulter spontanément. Et l'intérêt pour nous, c'est d'avoir une proximité suffisante pour leur permettre de consulter, ou en tout cas de prendre contact avec un psychologue, avec un médecin le plus rapidement possible. Ta cellule au complet ou tu as déjà du personnel déployé sur d'autres théâtres? Je rentre de mission. Oui. Après, sur les autres mandats, c'est couvert par les psys des autres armées. Et on a une collègue de Toulon qui va partir là, en fin d'année. Le psychologue intervient dans toutes les étapes de la vie du marin, à leur sélection, dans leur formation, pendant la préparation des missions pour sensibiliser aux risques psychosociaux et en cas de blessure lors des commissions de suivi des blessés, sans oublier le soutien qu'il apporte à leur famille. En tant que chef d'un commando ou pacha d'un bâtiment de la Marine nationale, le capitaine de vaisseau Gaëtan s'est appuyé sur le service de psychologie à plusieurs reprises. Au sein de nos unités, pendant longtemps, aller consulter, c'était considéré aussi comme un peu un aveu de faiblesse et se mettre un peu à l'écart du groupe. Et donc il y a eu un changement à tout niveau, que ce soit des opérateurs jusqu'à la chaîne de commandement. Et donc il y a eu une prise en compte plus globale. Et donc c'est maintenant pleinement entré dans les mœurs. Quand j'étais commandant dans le commando ici, où au retour de mission, j'ai eu un de mes marins qui a eu un trouble post-traumatique. En échangeant avec le service de psychologie de manière assez tôt, on a pu lui apporter le soutien nécessaire. Et donc ça a été pleinement bénéfique à la fois pour lui et pour le groupe, sachant qu'il a pu être traité tôt et rester au sein de l'unité. C'est pas une blessure honteuse, bien au contraire. Il n'y a pas de blessure qui soit plus liée au respect de l'engagement militaire. Si on a une blessure psychique, c'est bien qu'on a respecté et qu'on a été au bout de ce pourquoi on s'est engagé, du service de la France, du respect de son groupe, de l'implication pour son groupe, du collectif, du sens de la mission, etc.
S'il reste parfois des mots que rien ne peut apaiser, le ministère des Armées continue de faire évoluer sa politique d'accompagnement. Pour Pascal, William et David, un nouvel avenir se profile. J'aime passionnément tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière militaire, qui était dense. Enfin, j'ai vécu beaucoup plus que tout ce que j'aurais imaginé vivre. C'est une richesse exceptionnelle que j'ai en moi, que je garde, qui m'a construit. J'ai pris conscience que je pouvais faire de belles choses, ou en tout cas poursuivre mon engagement dans un autre domaine. Donc je le fais ici pendant mon temps de blessé en tant que community manager et ambassadeur. Et j'espère pouvoir reprendre un cursus d'études supérieures à l'avenir, en intégrant sciences politiques, et pour pouvoir mener mon engagement avec d'autres outils dans un autre milieu, mais toujours au service de mon pays et surtout de mes camarades. L'hôpital m'a remis sur pied et Athos me réapprend à marcher. Il y a peu de temps, j'étais encore à penser que ma vie était derrière. Aujourd'hui, j'arrive à me projeter sur l'avenir. Et ça, c'est fort en émotion. Je sens que j'ai fait un progrès par rapport au début de l'année, c'est le jour et la nuit. Et je sens que c'est une nouvelle étape qui démarre. C'est-à-dire que maintenant, je peux commencer à regarder devant, à me préparer pour la suite.